Hello, moi c'est Lisa, une petite nana de 24 ans passionnée par la création visuelle. Je vous souhaite la bienvenue sur Le Corps a ses raisons, le podcast qui raconte le parcours de personnes atteintes de maladies et de handicaps souvent rares et méconnus. Le tout grâce aux témoignages sincères et intimes de personnes voulant sensibiliser et faire découvrir leur pathologie sans tabou. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode du podcast Le Corps a ses raisons, j'accueille Aline, une super nana atteinte de gastroparésie. À 26 ans, elle a déjà subi de nombreuses opérations et failli déjà y laisser la vie. Aujourd'hui, elle nous explique son histoire et son combat pour que cette maladie rare soit reconnue en France. Bonjour Aline. Bonjour Lisa. Bienvenue dans le podcast Le Corps a ses raisons. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, donc je m'appelle Aline, j'ai 26 ans et je suis ancienne gestionnaire de rayon dans la grande distribution. Et donc aujourd'hui tu témoignes parce que tu es atteinte de gastroparésie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette maladie ? Oui, donc la gastroparésie, c'est un trouble de la vidange gastrique. Donc ça ralentit la vidange au niveau de l'estomac, ça prend plus de temps. Par exemple, si on boit un verre d'eau ou si on mange quelque chose de solide, en général, chez les personnes normales, ça met 10 minutes à une demi-heure à se vidanger dans l'intestin. Chez nous, donc pour ceux qui ont la gastroparésie, ça met 1 heure à 2 heures de temps pour aller dans l'intestin. Donc c'est vraiment un gros ralentissement et voire des fois un arrêt total. Donc ce ralentissement de la vidange gastrique, c'est dû à l'atteinte du nerf vague qui commande justement les contractions de l'estomac. Et quand il est atteint, soit il ralentit, soit il s'arrête totalement. Et tu es atteinte de cette maladie depuis combien de temps ? Depuis septembre 2017. Et quelles ont été les conditions de ton diagnostic ? Alors d'abord, j'ai commencé à être malade en avril 2017, donc des nausées, des vomissements, un peu comme une grosse gastro qui a duré des mois et des mois. Ensuite, j'ai été hospitalisée par un gastro-entérologue en septembre justement 2017. On a fait plein d'examens, la fibroscopie, donc c'est une petite caméra qui va dans l'estomac. Ensuite, on a fait des IRM, des scanners. On n'a vraiment rien trouvé du tout, même dans les prises de sang. Bon, à part des carences, c'est normal parce qu'il y avait eu un problème d'alimentation puisque j'arrivais plus du tout à me nourrir. Et ensuite, avant de faire cette fameuse radio qui a détecté la gastroparésie, comme j'étais très jeune à l'époque, moi j'avais 23-24 ans et que je pesais plus que 39 kilos, on m'a d'abord admise à Fontan pour une journée, donc c'est un centre pour les TCA, les troubles comportementaux alimentaires, et parce qu'on croyait que voilà, c'était tout simplement une TCA, donc c'est-à-dire un trouble alimentaire, comme quoi j'étais anorexique, etc. Alors que c'était pas du tout le cas, donc j'ai passé pendant près de 2 heures devant pas mal de médecins qui ont dit que j'avais rien du tout au niveau de l'anorexie et tout ça, que j'avais rien à faire en là. fait, si je comprends bien, les médecins ont d'abord cru en fait à un trouble psychologique et voilà, comme ils pensaient... trouvaient rien dans les examens standards, scanner, prise de sang, IRM, etc., fibroscopie même, ils pensaient vraiment que ça venait, voilà, que c'était psychologique, puisque je décrivais que les symptômes de vomissement, de nausées, mal au ventre, etc. Ils ont fait aussi une coloscopie et pour voir s'il n'y avait pas une maladie de Crohn ou une RCH. Il y avait une légère inflammation, mais il n'y avait pas de RCH, donc une rectocolique hémorragique, ou de maladie de Crohn, il n'y avait rien du tout. Donc ils ont quand même fait un bilan psychologique au centre de Fontan qui a été négatif, et ensuite j'ai eu un rendez-vous pour passer en médecine nucléaire, une scintigraphie de la vidange gastrique à l'hôpital Hurier donc de Lille. Apparemment il n'y a que là où ils ont cette fameuse radio, à Paris et à Lyon. Et c'est là-bas que tu es suivie C'est là-bas que je suis suivie depuis, ça va faire 3 ans maintenant, 3 ans, septembre 2020. Et donc cette radio, ça a été très difficile puisqu'elle dure 3 heures. Elle n'est pas donnée à tout le monde, elle coûte très très cher. Et donc on avale un repas avec des produits à radioactivité. Et pendant 3 heures, on fait des clichés de l'estomac, voir comment ça se vidange. Et donc c'est là qu'on a vu que j'avais une gastroparésie, c'est-à-dire l'estomac ne se vidangeait plus correctement. Il restait 40% de résidus solides et 44% de liquide après 3 heures de radio. Et entre le début où tu as commencé à être malade et où tu as commencé à avoir des médecins et le moment où on a posé le diagnostic de la gastroparésie, il y a eu combien de temps à peu près ? Est-ce que ça a été long ou est-ce qu'ils ont trouvé relativement très long, rapidement ? ça a pris 6 ou 7 mois. Donc la maladie a eu le temps d'évoluer, surtout que quand j'ai été diagnostiquée en novembre, puisque j'ai passé la radio, la médecine nucléaire en novembre 2017, quand j'étais diagnostiquée, en sachant que c'était un stade quand même en dessous des 50% de résidus, on a traité ça par traitement. Donc on a essayé le motilium, des traitements qui favorisent aussi la vidange gastrique, etc. Mais ça ne fonctionnait pas. Et on est resté comme ça et j'ai été nourrie par sonde nasogastrique. Donc c'est une sonde qui passe dans le nez jusque dans l'estomac. J'ai été nourrie par ça pendant un peu plus d'1 an et demi. Et on m'a opérée ensuite en 2018 pour juste enlever le pylore de l'estomac. Donc c'est un petit clapet qui permet la vidange gastrique justement, de faire passer les aliments de l'estomac à l'intestin. On s'est dit on va l'enlever, peut-être que ça va mieux fonctionner. Et en fin de compte, ça a été pire que mieux puisqu'on s'est rendu compte 1 mois après l'opération, quand j'ai repassé cette fameuse médecine nucléaire, scintigraphie de la vidange gastrique, que les résidus avaient largement augmenté. Je suis passée de 40% de résidus
solide à 80%. T'as perdu combien de kilos En tout, je pesais 53 kilos pour 1,63 m et j'ai perdu 16 kilos, 17 kilos en 2-3 mois. Et est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a pris au sérieux? Alors oui, j'ai un médecin, donc quand on a fait cette fameuse radio, j'ai des médecins qui m'ont prise au sérieux parce que justement, ils travaillent sur ce genre de maladie. Donc mon gastro-entérologue de base m'a passé dans les mains, supérieures, donc d'un autre gastro et cetera. J'ai connu plein de gastro-entérologues et au fur et à mesure, j'ai connu des médecins vraiment spécialisés dans ce milieu-là. J'ai des gastro-entérologues de l'hôpital Hurier qui ont contacté des professeurs de Rouen, qui travaillaient justement au Canada et aux États-Unis, là où la gastroparalysie est vraiment reconnue et où il y a des méthodes plus perfectionnées au niveau des soins, au niveau comment dire, de la prise en charge des traitements chirurgicaux. Donc c'est là qu'ils ont eu l'idée par la suite de mettre un pacemaker gastrique pour faire les contractions artificielles de l'estomac. Sauf que quand on m'a opéré, j'étais à 39 kilos, j'étais très faible, donc déjà le boîtier n'a pas été mis au bon endroit, donc il a été mis au niveau du muscle abdominal. Et comme c'était le dernier des derniers pacemaker qui a été élaboré au laboratoire de Lille en janvier 2019. Moi, j'ai été opérée en avril 2019, donc ça a mis quand même pas mal de temps avant qu'on se décide. Donc ça a mis 1 an et demi, où j'étais toujours avec ma sonde nasogastrique pour la nourriture artificielle. J'arrivais très peu à manger. Puis à un moment donné, on n'arrive plus du tout à manger, plus du tout à boire. Donc c'est là où il faut opérer en urgence. Et donc quand j'ai eu ce fameux pacemaker gastrique, à 39 kilos, j'ai eu des coups de décharge au moindre aliment que j'avalais. Donc ça a été très très dur comme opération, ça a duré plus de 7 heures et en plus de ça, la méthode au départ, je me suis dit ça va pas marcher, le pacemaker il est trop puissant pour moi. J'étais T'y à croyais 39 pas? kilos, non, j'y croyais pas du tout et ça me faisait plutôt mal qu'autre chose, donc j'étais sous morphine pendant 2 mois et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que l'intestin s'était arrêté pendant l'intervention. C'est-à-dire que pendant une anesthésie générale, il y a tous les organes qui fonctionnent après au réveil au ralenti, donc faut pas mal de temps avant que ça refonctionne normalement, avant d'avoir de nouveau un transit et moi j'en avais plus du tout. Surtout qu'on m'avait enlevé ma sonde nasogastrique puisque bon, ça faisait 1 an et demi que je l'avais, en même temps ça se voyait sur le visage, le regard des gens. Bon ça j'en ai pas trop souffert, mais c'est vrai que c'était pas vraiment esthétiquement, j'en avais marre de voir ça dans la glace. Donc du coup à la place on a mis une jéjunostomie, c'est un tuyau pareil d'alimentation mais directement au niveau du ventre, dans l'intestin. Et donc malheureusement ce tuyau il a pas fonctionné tout de suite pour être alimenté artificiellement. On l'a plus utilisé en sonde de décharge, c'est-à-dire vraiment pour comme si que j'avais une poche, comme la maladie de Crohn, pour aller aux toilettes par là, parce qu'il n'y avait plus du tout de transit. Et pendant 2 mois je suis restée à l'hôpital, on savait plus comment me nourrir et donc du coup on m'a nourrie par veine, par cathéter central. Donc ça a été une catastrophe. Pendant des mois et des mois je suis restée comme ça, puis ensuite j'ai connu un autre gastro-entérologue qui a réussi à me faire aller aux toilettes par voie basse avec des laxatifs, avec des traitements de coloscopie que j'ai toujours à l'heure actuelle. Quand on fait une coloscopie, souvent on a une préparation la veille, on a 2 litres, voire 4 litres de préparation. Et moi, ce produit-là, je l'ai tous les jours, 1 litre tous les jours, vraiment. Sinon, il n'y a plus du tout de transit, ou sinon c'est l'occlusion. Et ils ont jamais parlé de te poser une poche, justement, tout à l'heure tu parlais dans la maladie de Crohn qu'il y a souvent des gens qui se font opérer et qui se font poser des poches. Toi, est-ce que ça a été à un moment une possibilité ou... Alors, bon, le souci, c'est que moi, je suis alimentée artificiellement par jéjunostomie et à ce que j'ai compris, pour l'instant, je l'aurai pendant pas mal d'années. Et si ça fonctionne plus, j'aurai de nouveau une sonde. Enfin, on trouvera toujours un moyen de m'alimenter artificiellement puisque l'alimentation dans la journée ne suffit pas pour garder un poids stable. Et encore, j'ai pas repris tout mon poids. J'ai encore un IMC très bas. Donc, pour la poche, pour la colectomie, donc c'est-à-dire on coupe le morceau d'intestin qui fonctionne plus au niveau des contractions et on met à la place une poche, un peu comme ceux qui ont la maladie de Crohn, mais pour pas les mêmes c'est pas les mêmes raisons. En fait, on en a parlé, mais malheureusement pour l'instant, c'est pas prévu parce qu'on doit encore faire des examens, voir pourquoi l'intestin s'est vraiment arrêté. On doit contrôler avec un neurologue le nerf vague au niveau du cerveau et on doit aussi passer, je dois partir sur Rouen parce qu'il y a une machine, vraiment une radio vraiment spécifique pour l'intestin qui est que sur Rouen et qui s'appelle la manométrie du grêle. Ça dure 4 heures sous anesthésie générale. C'est comme une coloscopie, mais c'est vraiment de la bouche jusqu'à l'anus où on contrôle par petites sondes vraiment toutes les contractions du système digestif. Et là, on va pouvoir voir ce qui se passe exactement et quelle partie déjà de l'intestin ne fonctionne plus. Est-ce que ça vient du grêle, du jéjunum, du petit intestin, du gros intestin? Donc à voir par la suite, mais je sais qu'ils avaient parlé de colectomie, mais si c'est une colectomie, ce serait une colectomie totale. C'est-à-dire il y aurait vraiment pas de poche. On supprimerait le gros intestin, on relierait le grêle directement au rectum. Mais du coup, est-ce que là, dans ta maladie,
Enfin, je sais pas si la gastroparésie, ça fonctionne comme ça, mais est-ce qu'il y a des stades et est-ce qu'on peut dire que toi, tu es à un stade de la maladie ou est-ce que c'est plutôt, un total hasard et toi, tu récoltes un peu, toutes les petites galères qu'il y a avec Alors, cette maladie? moi, je suis au stade 3. Il y a 3 stades justement dans la maladie. Il y a le stade 1 où on arrive, très peu à manger, mais qu'on arrive quand même à s'alimenter par la bouche et à boire par la bouche et puis on cale un petit peu et puis ça crée des carences, ça crée une perte de poids. Voilà, ça c'est vraiment et ça se soigne par traitement, donc Botulium, Gaviscon et cetera. Le stade 2, c'est vraiment, on n'arrive plus du tout à manger. On a la sonde nasogastrique ou peu importe une nutrition, artificielle, que ce soit la nuit ou la journée avec des compléments alimentaires et là, c'est des petites opérations comme, le pylore de l'estomac, le petit clapet comme moi on m'a coupé au tout début et après le stade 3, c'est vraiment, tout le système digestif qui est atteint, donc pas que l'estomac, mais aussi l'intestin et là, c'est pas un ralentissement, c'est complètement un arrêt total. Donc moi, je suis vraiment au stade 3 puisque j'ai bénéficié d'un pacemaker gastrique et ça, c'est vraiment au stade où vraiment on peut plus rien faire, qu'il y a pas d'autre solution au niveau de l'estomac. Après, il y a un stade vraiment plus sévère, c'est quand le pacemaker gastrique parce que moi, pour l'instant, il est pas encore réglé à fond. Vraiment, si ça ne fonctionne pas, il y a un stade vraiment très sévère, c'est là où on coupe complètement, on fait une sleeve, une chirurgie où on coupe, une partie de l'estomac et on laisse qu'un tuyau, en fait. Ça, ce serait vraiment dans le pire des cas si le pacemaker, ne fonctionne pas, du tout, si on voit qu'il y a pas d'amélioration. Après, moi, pour l'instant, on peut pas vraiment dire puisqu'on essaye de régler cette histoire d'intestin, voir si c'est pas ça qui bloque aussi l'estomac. Après, ça se passe comme ça, mais moi, j'ai l'impression aussi que, plus on me touche, plus, ça s'aggrave. Après, bon, les médecins me disent, «Oui, mais bon, pour nous, c'est une coïncidence parce qu'il y a des personnes exactement comme moi, ils ont exactement la même chose et c'est pas plus on les opère, plus ça s'aggrave». Moi, c'est d'après eux, ce serait vraiment une coïncidence. Mais c'est la gastroparésie, c'est une maladie rare? C'est une maladie rare, normalement qui n'est pas génétique ni héréditaire. Moi, il y en a pas dans ma famille, il y a pas de souci d'estomac ou de problèmes. Si, il y a des problèmes neurologiques, mais comment dire? C'est pas des maladies qui touchent normalement le système digestif, donc normalement, il y a aucun souci. Mais c'est une maladie rare. En France, quand j'étais diagnostiquée, on était 3 de la population à l'avoir et aujourd'hui, on est à 4. Et est-ce que du coup, du fait de la rareté de cette maladie, est-ce que tu as un peu l'impression d'avoir été un peu comme un cobaye ou un test aussi pour les médecins qui t'ont traité Bah, finalement? comme c'est une maladie rare, oui, j'avais l'impression que quand ils prenaient des décisions, je me dis: «Mais attendez, est-ce que vous avez déjà testé ce genre de choses avant de me le faire à moi, quoi?» et quand on entend, par exemple, pour le pacemaker gastrique, «Oui, oui, j'en pose, oh, une dizaine par an». Bon, ça fait pas beaucoup, ça fait pas une expérience non plus, de fou donc oui, ça fait un peu peur. Après, je regrette pas, ce que j'ai fait puisque bah, voilà, je me suis dit: «Voilà, je fais confiance, pas à la science, mais vraiment aux médecins, aux humains», on est en 2020 maintenant, donc ça doit avancer. Il doit y avoir quand même des méthodes, donc je fais confiance et j'accepte parce que je veux m'en sortir, en fait. Mais je pensais pas du tout que ça allait me créer des soucis comme ça, puis que ça allait évoluer, plus vite, mois après mois. Et est-ce que justement parfois tu regrettes, tu te dis: «Peut-être que si j'avais pas fait cette intervention-là, ça irait mieux» ou «Peut-être que si j'avais laissé un peu le temps». Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ton parcours? Non, j'ai aucun regret niveau opération. Je suis même très contente de la dernière, même si j'ai souffert parce qu'il y a quand même une amélioration. Après, c'est décevant qu'en 2020, on n'ait pas pris au sérieux concernant cette maladie. J'ai beaucoup de personnes, qui viennent vers moi sur les réseaux sociaux et qui me disent justement, que dès que la maladie s'est déclenchée, tout de suite, c'était voilà, on est anorexie, on a un TCA, on est boulimique ou peu importe, alors je dis boulimique parce que ça arrive des fois avec la maladie qu'on a beaucoup d'hypoglycémie parce que justement comme l'intestin fonctionne plus, il imprime plus, les nutriments et cetera et les glucides surtout, donc on souffre beaucoup d'hypoglycémie. Et je connais certaines personnes, et moi j'ai souffert de ça au départ quand j'avais des hypoglycémies très sévères, et le problème c'est que quand on a une hypoglycémie, on pense qu'au sucre. C'est-à-dire on peut se jeter sur n'importe quoi et manger une quantité, astronomique de sucre parce que, c'est horrible d'avoir une hypoglycémie et ça remonte pas toujours tout de suite. Donc des fois, il y en a qui sont considérés comme, voilà, c'est une T pour eux, c'est des TCA. Pour eux, c'est psychologique. Il y a beaucoup de personnes en France, des médecins qui pensent que la gastroparésie, c'est psychologique. Après, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, mais on n'a pas trouvé vraiment la raison.
Cette maladie en plus n'est pas reconnue sauf pour les diabétiques. Pourquoi? Parce qu'eux, c'est très courant chez eux d'avoir une gastroparésie puisque le diabète abîme le nerf vague de l'estomac, ce qui ralentit la vidange gastrique. Moi, c'est idiopathique depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore la cause. On recherche, on continue à chercher, mais on ne sait pas de où ça vient. Je connais une amie où voilà, c'était vraiment un choc psychologique qui a fait qu'elle a eu vraiment, l'estomac qui s'est arrêté d'un coup. Donc ça dépend, mais pour moi, c'est pas psychologique. Il y a vraiment, quelque chose qui se passe. On peut trouver aussi une maladie neurologique qui peut entraîner un trouble du système digestif, qui peut expliquer la gastroparésie. C'est pour ça qu'on continue les recherches, mais les 4 en France que j'ai cités, c'est pas que les idiopathiques au niveau de la gastroparésie, c'est aussi ceux qui ont le diabète et voilà, ceux qui sont reconnus par rapport à certaines maladies. Et du coup, moi, il y a une question que je me pose, c'est que comme c'est une maladie du système digestif et que moi-même je suis touchée par une maladie du système digestif, est-ce que finalement l'alimentation, ça a un rôle dans l'apparition de la maladie ou dans l'aggravation de celle-ci? Alors, moi je suis quelqu'un qui aimait bien grignoter dans la télé, j'étais pas trop sucre ni trop salé, j'avais une alimentation quand même équilibrée. Après comme toutes les jeunes de mon âge, j'aimais bien aller au fast-food. Mais, alors déjà d'après les médecins, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Et pour moi, j'avais rien changé. J'avais pas, changé d'alimentation, j'avais pas, je mangeais comme d'habitude quoi, viande, légumes, féculents, j'avais rien changé donc je pense pas que l'alimentation peut jouer pour la gastroparésie. Après c'est sûr que, on évite tout ce qui est protéines. Malheureusement, c'est ça qui favorise, développement des muscles et cetera et justement au niveau du poids, nous, la nutrition entérale la nuit, c'est riche en protéines pour pas perdre en muscles. Mais par la bouche, on évite de manger tout ce qui est protéines parce que justement ça cale l'estomac. Donc déjà qu'on a un ralentissement de la vidange gastrique, c'est pas une bonne idée. Donc on je vais dire juste les protéines à éviter et par exemple pour moi, comme l'intestin est atteint aussi, je dois éviter tout ce qui est riche en fibres. Donc voilà, après il y a pas vraiment d'alimentation particulière à suivre, sauf aussi les sucres lents à fractionner, par rapport aux hypoglycémies, mais c'est tout. Donc c'est pas vraiment, après la maladie de Crohn, je pense que, comme pour toi, c'est plus des aliments auxquels tu dois faire attention, qui abîment pas la flore, intestinale. Pas vraiment, c'est plutôt effectivement d'une personne à l'autre, on va chacun avoir des aliments qui passeront plus ou moins et effectivement en période de crise, on favorise plutôt les aliments qui sont peu riches en fibres. Les fibres, c'est pas très conseillé vraiment en période de crise, mais sinon l'alimentation est quand même assez, libre pour ça. D'accord, oui, donc nous, c'est un peu pareil, sauf qu'il faut bien fractionner, pour éviter les hypoglycémies, le manque d'énergie, donc voilà. Et je pense que dans ton parcours, tu as eu des petites complications. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur pour ta vie? Est-ce que tu as eu peur? Ah oui, 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 j'ai échappé, 3-4 fois à la mort. Alors après, maintenant j'en rigole parce que c'est pas que c'est loin, c'est il y a pas si longtemps que ça, mais ça me rend un peu plus forte. Donc j'ai eu, pendant la maladie déjà, j'étais avec un ancien petit copain qui m'a lâché par rapport à ça parce que bon, c'est compliqué, c'est difficile à vivre. Il y a des infirmières qui viennent tous les jours au départ pour te brancher, tout ça, tu sais pas faire tout seul donc après tu es formé, ça tue un petit peu la vie de couple. Je pouvais pas aller de nouveau chez lui. Enfin, c'était un peu compliqué, donc j'ai été lâchée par rapport à ça. Pareil pour le deuxième copain et cetera. Donc ça, c'est un peu compliqué au niveau de la vie privée et de la vie sentimentale. Quand on est malade, ça il y a un petit rôle quand même qui joue et bon, c'est compliqué. Surtout que c'est une maladie qui est dégénérative, on sait pas où ça va amener donc bon, voilà. À l'heure actuelle, tout va bien, je trouvais quelqu'un de bien, enfin j'espère, je croise les doigts, qui prend bien soin de moi, donc qui m'accompagne aussi au rendez-vous, donc pour l'instant tout va bien. Après c'est quelqu'un aussi qui a des problèmes de santé, donc qui peut comprendre, ça c'est bien d'être compris, donc c'est très bien pour moi, je suis contente. Et ensuite, oui, j'ai eu, pas mal de problèmes, c'est-à-dire que comme j'étais très faible, durant les anesthésies générales, quand je me réveillais, j'avais un manque d'oxygène et j'ai failli partir, c'était le 27 décembre 2017, c'était pour une coloscopie de nouveau. On m'a refait quand même une coloscopie après, la médecine nucléaire quand on m'a détecté la gastroparésie parce qu'en fait, comme les aliments ne sont pas broyés, ça passe intact dans l'intestin et ça abîme justement et ça forme une rectocolique hémorragique. Donc on a vérifié tout ça et quand je me suis réveillée, j'avais un manque d'oxygène et j'étais toute bleue. J'ai
vraiment failli partir ce jour-là. Donc j'ai failli partir 3 fois en tout. Donc ça, c'était la première fois. La deuxième fois, c'est quand j'ai eu mon cathéter central. Donc c'est, un cathéter qui un peu comme les PAC pour ceux qui ont la chimio au niveau, du thorax. Moi, c'était pareil, sauf que c'était un cathéter central au niveau du bras qui était relié à la grosse veine du cœur, donc les plus gros calibres, pour une alimentation, artificielle. Sauf que c'est très dangereux par les veines et moi, j'ai eu un staphylocoque doré. J'étais tellement restée longtemps à l'hôpital, 2 mois, que, bah, j'ai eu de la fièvre en rentrant ici chez moi, la veille de mon anniversaire en plus. J'ai eu une grosse fièvre, donc le jour de mon anniversaire, je suis repartie à l'hôpital et ça a été une catastrophe. On m'a posé plein de questions, «Est-ce que vous avez déjà fait un infarctus?» J'étais dans le gaz, j'ai dit: «Bah, je peux pas vous répondre là tout de suite, j'ai 42 fièvre, j'en pouvais plus, je tremblais». On a réussi à me sauver et à sauver aussi le cathéter central, parce que sinon il fallait l'enlever, il fallait c'était un truc de fou. Et la troisième fois, c'était la plus dure, je crois, vraiment où j'ai été, traumatisée, que j'ai dû voir un psychiatre par la suite. L'intestin, on a dû faire une piqûre de prostigmine, c'est-à-dire c'est une piqûre qui favorise la contraction intestinale. Ça à faire une fois par mois. C'est connu pour une autre maladie, mais pas pour la mienne. Donc ils ont quand même testé, c'était un test. Et malheureusement, j'ai fait une grosse allergie à ce produit. J'ai fait un choc anaphylactique. J'ai failli partir le 1er septembre 2019. Donc plus d'oxygène, ça a contracté tous les organes, dont les poumons. Et ouais, là, je me suis vue partir. Ils ont appelé ma mère et mon copain à 1 heure du matin en disant que mon pronostic vital était engagé. Donc c'était vraiment un gros, gros truc. Du coup, tout ce que tu as vécu, c'est quand même pas facile. Est-ce que, dans ta vie, personnelle, donc tu t'es expliqué que tu avais eu des problèmes justement avec ta vie sentimentale où des hommes ont pas forcément accepté, ta maladie et t'ont pas forcément suivi jusqu'au bout, en fait, ont été un peu saoulés de tout ça. Justement, est-ce qu'au niveau, émotionnel, au niveau, personnel, tu as vécu des choses aussi, qui ont fait que c'était encore plus difficile ou au contraire, quelle force ça t'a donné? Donc au départ, c'était un peu difficile, déjà pour moi. Bon déjà, avec ma sonde, comme j'expliquais tout à l'heure, niveau physique, niveau esthétique, c'était pas trop ça. En plus, j'étais quelqu'un de coquette, j'aimais bien me maquiller, donc c'était un peu compliqué avec la sonde nasogastrique. Mais quand j'ai eu ce fameux pacemaker et j'ai eu une ostéostomie, ouais, j'ai eu du mal à déjà à me regarder dans un miroir parce que je j'acceptais pas d'avoir quelque chose au niveau du ventre, ça faisait bizarre. Et c'est vrai que niveau intimité, bon, j'ai pas de souci de ce côté-là, mais c'est vrai que moi, j'aime plus mon corps comme avant. C'était pas par rapport au poids, hein. Le poids, peu importe, je peux faire, 53, 40 kilos, 60, ça je m'en fous. J'ai des formes, j'ai pas de forme, peu importe, c'est vraiment au niveau du matériel médical qui est implanté au niveau du ventre où j'ai encore du mal à accepter, à voir, à regarder ou qu'on me regarde même. Par exemple, l'été sur la plage, je me suis pas encore mis en maillot de bain, quoi, donc j'ai un peu peur de ça, j'aime pas. Et avec tes proches, comment ils ont vécu, toute cette situation, du moment du diagnostic jusqu'à aujourd'hui et toutes les difficultés? Bah, avec les anciens copains, bon ça j'ai expliqué, c'était un peu compliqué puisque, je me suis fait quitter par rapport à ça. C'est des hommes qui ont pas supporté la situation et qui, du coup, sont partis? Ils ont pas supporté, oui, la situation. Au tout début, le premier copain, il avait du mal à accepter. Bon, déjà, il était pas trop venu me voir à l'hôpital et puis après, il faut savoir que les hypoglycémies, ça peut avoir, un effet sur le comportement, niveau émotionnel. On peut devenir nerveuse, on peut devenir, anxieuse, on peut envoyer balader les gens tant qu'on n'a pas notre dose de sucre. C'est un peu comme les drogués, sauf que nous, si on n'a pas de sucre, le cœur ralentit, puis après, ben, on passe à un stade où on peut avoir un coma glycémique. Donc là-dessus, il y avait un comportement aussi qui jouait et puis après, le fait d'avoir une sonde, de me voir, dénutrie, amaigrie, voilà, et il se demandait comment il allait faire pour la suite, pour les projets, pour sa vie future, donc il se posait beaucoup des questions personnelles, donc là-dessus, voilà. Et après, donc ça, c'était au tout début, c'était le copain que j'avais Et au c moment de mon diagnostic. et celui enfin ce garçon, lui, t'avais connu Dans en une bonne pleine période. santé, en Ah oui, oui, il fait? m'a connue en pleine santé, avec un travail, je sortais de mes études, j'avais un CDD, tout allait pour le mieux. Ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble et donc ouais, je pense qu'il s'est posé pas mal de questions et il supportait plus trop la situation dans le sens où j'allais presque plus chez lui puisque, bah, c'est vrai que j'avais des soins à domicile. C'était plus pratique de les avoir ici puisque je vis chez ma mère que chez lui, c'était compliqué, enfin, ouais, c'était un ensemble.
Donc ouais, je l'ai vécu comme un abandon. Pareil pour le second copain qui m'a connue, alors qui m'a acceptée malade telle que j'étais et qui 3 semaines avant la grosse opération du pacemaker m'a dit, «En fin de compte, je me rends compte que tu peux mourir du jour au lendemain et moi j'ai 30 ans, j'ai pas de temps à perdre pour ce genre de choses, je peux pas vivre un deuil et être veuf à 30 ans». Donc Des choses comme ça quoi, donc honnêtement, lui, il t'a dit tout de suite, il a pas cherché à prétexter autre chose que le fait qu'il ne supportait pas que tu sois malade et qu'il voulait pas, perdre son temps avec quelqu'un de voilà, malade. c'est ça. Donc bon, sauf de le dire 3 semaines avant l'intervention, c'est un peu voilà. Ce qui m'a fait aussi, on va dire, un peu, angoissée à l'idée de me faire, opérer. Et on s'est même demandé si on ne devait pas décaler l'opération puisque j'étais en pleine dépression, mais vraiment plus bas qu'à terre. Là, j'arrivais plus du tout à me nourrir. Déjà, quand on n'est pas bien en temps normal sans gastroparésie, on n'a pas forcément envie, de manger quand on vit quelque chose d'angoissant ou de stressant. On a l'estomac noué. Alors ça, plus la parésie, c'était, un truc, voilà. C'était plus du tout, alimenté, c'était voilà, la catastrophe. Et ensuite, celle qui a eu du mal à accepter, c'est ma mère. Au tout début du diagnostic, quand elle m'a vue déjà avec une sonde nasogastrique, elle m'a dit: «Mais c'est qu'est-ce qui se passe, quoi? Ma fille, elle a un cancer», elle a demandé à tout le monde, personne ne savait lui répondre donc et quand on a su que c'était une gastroparésie, ben, on s'est demandé: «Quoi? C'est connu? Qu'est-ce que c'est comme maladie?» Et plus on avance dans la maladie, plus ma mère accepte quand même que je sois malade, mais ce qu'elle accepte pas, c'est, l'attente, les médecins, le fait d'être un cobaye d'après elle, de parce qu'on ressent aussi ça, comme si j'étais un cobaye par rapport à certains traitements et puis, je suis bien suivie à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'au tout début, c'était pas ça et on a dû quand même pousser un peu la gueulante plusieurs fois, ma mère a été trouver les médecins aussi puisque bon, elle a toujours pas compris ce qui se passe, mais, elle accepte mieux qu'au tout début. Au tout début, c'était pas ça. Et est-ce qu'à un moment tu t'es posé la question: «Mais pourquoi moi?» Je me suis demandé pourquoi moi, mais vers la fin, on va dire, enfin vers la fin. Quand la maladie a évolué, que je suis atterrie au stade 3, je me suis dit: «Ouais, pourquoi moi?» Au tout début, non, parce que je me suis dit: «Bon, ça va partir comme c'est venu, donc voilà». Mais quand j'ai su que ça allait pas partir, comme c'était arrivé, qu'il fallait, attendre, que c'était long et cetera et qu'il fallait des traitements, mais là, des traitements chirurgicaux, donc je me suis dit: «Ouais, pourquoi moi?» Quand tu as réalisé finalement la gravité, de la Quand maladie? j'ai réalisé la gravité de la maladie, que je me suis dit: «En fait, ça va empirer et empirer». En fait, c'est une maladie qui peut voilà, je peux être bien pendant 3 mois, je peux être bien pendant 3 mois et je peux être, pas bien et être, au bout de ma vie pendant, 4 mois et cetera et rebondir 3 mois après, un coup ça va, un coup ça va pas. Ça dépend des jours, en fait. Il y a des jours avec et des jours sans. Tu m'expliquais aussi que de base, tu travaillais dans le commerce. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es aussi dans ta vie professionnelle? Alors, oui, j'ai un bac+3, une licence en management des unités commerciales, donc je travaille dans la grande distribution. Et j'allais, par la suite avoir un CDI et qui malheureusement, n'a pas été concrétisé, on va dire, par rapport justement à cette maladie qui s'est déclenchée. Parce que je travaillais dans la grande distribution au moment où c'est arrivé. À l'heure actuelle, j'arrive pas à tenir 2 heures, voire 3 heures debout. Donc je suis vite très, très vite fatiguée. Les hypoglycémies empêchent de faire énormément de choses et puis après, c'est les chutes de tension, les choses comme ça. Donc niveau professionnel, j'ai demandé quand même, à la MDPH, donc c'est la Maison départementale des personnes handicapées, pour être, déjà, reconnue travailleuse handicapée, et puis pour d'autres choses, pour, une allocation aux adultes handicapés, pour la carte de stationnement, pour la carte à immobilité réduite et cetera. Donc j'ai eu l'acceptation d'être travailleuse handicapée, à un certain niveau. Donc déjà, je dois être assis et pas debout, je dois avoir un poste qui est adaptable. Pour l'instant, quand j'ai fait cette demande, j'étais stable au niveau de ma santé et comme là, ça a de nouveau évolué et que je tiens pas trop debout en ce moment, on va dire, voilà, la situation a encore changé. Donc j'attends vraiment d'être stable pour utiliser, on va dire, cette carte pour pouvoir retravailler. Donc un poste vraiment, mais à 20 heures, on va dire, maximum par semaine et assis. Donc j'aimerais bien toujours dans la vente, et ce que j'aimerais bien, c'est travailler pour une plateforme téléphonique, quelque chose comme ça, vraiment d'adapté. Ce qui va me manquer, c'est la grande distribution, mais bon, la santé fait que pour l'instant, c'est pas possible. Et est-ce que la gastroparésie, c'est une maladie qui est reconnue en France aujourd'hui? Alors, elle est reconnue pour ceux qui ont le diabète, on sait la cause et le diabète est reconnu en France. Mais pour, ceux qui ont la gastroparésie un peu comme moi idiopathique, elle est pas du tout reconnue.
Donc, moi, elle a été reconnue, donc j'ai été en ALD, c'est-à-dire une affection longue durée, grâce à mon médecin traitant. On a fait les dossiers pour. En fait, quand j'ai été opérée, qu'on a vu qu'il y avait des complications, on va dire à cause, pas grâce, mais à cause des complications de la gastroparésie, j'ai été reconnue en ALD, en affection longue durée. Après, à l'heure actuelle, c'est pas reconnu par rapport au traitement à la pharmacie, certains sont payants et là, on se bat pour justement avoir certaines aides qui me sont pas normalement, attribuées parce que c'est une maladie qui est pas reconnue. Comme la AAH, donc l'allocation aux adultes handicapés, on se bat pour ça. J'ai été refusée, pas mal de fois. Là, j'ai contesté la décision par rapport au refus. J'attends une date d'audience au tribunal. Donc voilà, on essaye d'avoir des petites aides par-ci par-là pour déjà payer les traitements, les soins qui sont pas remboursés. Pourquoi aujourd'hui t'as as décidé de parler de cette maladie sur le podcast? Alors j'ai décidé de parler de cette maladie parce que, c'est une maladie qui est voilà, qui est pas reconnue et qui n'est pas connue non plus, c'est vrai que comme la maladie de Crohn au départ, on se demandait ce que c'était, elle était pas reconnue, on savait pas trop d'où ça venait. Bah, la gastroparésie, c'est pareil. C'est une maladie qui est très, très rare, on n'en parle pas assez. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai ma grand-mère qui est décédée de la maladie de Charcot. C'est une maladie neurologique, on n'en parlait pas du tout au départ. Après son décès, peut-être 6 mois après, j'ai commencé à avoir une pub à la télé, des choses comme ça. Donc c'est bien d'en parler parce que, hem, comment dire? Il faut en parler parce que, c'est important. C'est important aussi de créer des associations comme une amie à moi qui l'a fait pour la recherche. Il faut absolument qu'on recherche la cause de cette maladie et puis qu'on puisse soigner, les malades, les patients parce que c'est vrai que c'est pas une maladie qui est potentiellement mortelle, mais si on souffre de dénutrition sévère et qu'on sait plus à un moment donné nourrir le patient et que le système digestif est complètement mort, oui, ça peut le devenir. Qu'est-ce que tu fais toi à l'heure actuelle pour, essayer de parler de cette maladie Alors, j'ai lancé, une chaîne YouTube, très tardivement puisque j'ai lancé 1 an après, ma maladie. J'avais décidé d'en parler, je me suis dit: «C'est le bon moment», donc j'ai lancé une chaîne YouTube. Bon après je parle pas que de ça sur ma chaîne, mais voilà, j'avais envie de montrer comment on vivait avec la gastroparésie. On pouvait être quelqu'un tout à fait normal, faire des choses, voilà, comme la cuisine, faire à manger et cetera, même si nous, ça nous empêche de manger, comme les autres. Donc voilà, je voulais montrer ça et puis à un moment donné, je souffrais tellement, j'avais tellement de choses sur le cœur que je me suis mise à écrire. À la base, c'était un petit journal intime et j'ai une dame qui travaille pour La Voix du Nord qui m'a conseillé d'en faire un livre. Donc c'est pour ça que j'ai sorti le tome 1, donc Le combat d'un estomac sans vie. C'est mon tout premier livre témoignage et là, j'ai le tome 2 qui sort, en avril, 2020 D'accord. où je parle un peu de, bah, voilà, de comment ma maladie est arrivée, de ma vie privée, de ma vie sentimentale à ce moment-là, les soins, les médecins, ce qui s'est passé, les opérations, les difficultés et cetera. Et est-ce que du coup, l'écriture de ces livres et aussi ta chaîne YouTube, c'était un peu, finalement une sorte de thérapie pour toi? Oui, au départ, c'était ouais, c'était une thérapie. Je me suis dit: «J'avais envie de me livrer et d'en parler et déjà de savoir, à travers cette chaîne YouTube et à travers les commentaires et les j'aime et à travers les réseaux sociaux, savoir s'il y avait d'autres personnes qui souffraient comme moi». Donc c'est comme ça que j'ai connu un grand nombre de personnes. Donc là, j'ai su qu'il y avait aussi des enfants qui naissaient avec la gastroparésie. J'ai aidé des parents à avoir des rendez-vous avec les professionnels de santé, donc oui, ça m'a beaucoup aidé moi et ce que j'ai bien aimé, c'est d'aider aussi les autres. Et du coup, à un moment, tu parlais aussi du fait que tu avais été, suivie par un psychiatre. Oui. Est-ce que tu conseilles justement aux gens qui sont atteints de cette maladie ou même de maladies similaires ou même de maladies qui n'ont rien à voir mais qui sont handicapantes au quotidien, qui sont difficiles à vivre, est-ce que tu conseilles à tout le monde de voir quelqu'un? Alors, faut savoir que, bon déjà un psychologue, c'est pas remboursé. Un psychiatre, ça l'est dans le protocole de soins. Moi, à la base, je voulais voir personne. Je me suis dit: «Je préfère parler autour de moi ou faire cette chaîne YouTube ou ce fameux bouquin au lieu de voir un psychologue ou un psychiatre». Et en fait, c'est l'hôpital qui me l'a conseillé parce que j'étais vraiment à bout et bon, la différence, c'est que le psychiatre par rapport au psychologue, il t'écoute, mais aussi il peut prescrire des traitements comme, des choses pour dormir, des antidépresseurs et cetera. Moi, j'étais contre au départ et après je me suis dit: «Bah, finalement, c'est pas si mal que ça». Puis, en même temps, j'étais un peu obligée par rapport au protocole de soins. Faut savoir qu'au bout de tant d'années de maladie, on est obligé de voir quelqu'un quand même bah, pour en parler et puis aussi pour se soulager et parce qu'on n'est pas bien dans sa tête, on peut pas vivre normalement, c'est pas possible.
Mais à l'heure actuelle, oui, je conseille aux personnes qui sont malades, qui souffrent, de comment dire? D'extérioriser ça, de peu importe, de voir un psychologue, d'écrire, d'en parler sur les réseaux sociaux, de faire partie d'un groupe de soutien, des choses comme ça. Pas forcément de voir un psy, mais d'en parler. Après, si vraiment il y a besoin, oui. Et est-ce que tu as des associations, des noms d'associations à nous donner pour les personnes qui nous écoutent et qui sont potentiellement, Alors dans oui, le j'ai besoin? l'association de Marina Vainqueur sur, Valenciennes qui s'appelle Vivre avec la gastroparésie. C'est la toute première association. Les fonds récoltés par l'association seront reversés au laboratoire de Lille pour la recherche. Du coup, à l'heure actuelle, tu en es où dans ta maladie? Bah, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai encore beaucoup d'examens pour voir, la cause de cette maladie. Donc, là, pour l'instant, on recherche, vraiment la cause et pour l'instant, voilà, j'attends les rendez-vous, les convocations. Je vais recevoir pas mal de convocations. Je vais voir de nouveaux médecins, dont un professeur des maladies auto-immunes à Urier. Et au niveau des radios, j'ai cette fameuse, radio de la manométrie du grêle à faire, à Rouen. Toi, comment tu te voyais dans le futur avant d'avoir cette maladie? Si tu te voyais fonder une famille ou avoir une carrière ou ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu vois ça différemment? Ou est-ce que, au contraire, tu veux encore plus te battre pour malgré tout, réaliser un peu, Alors avant la maladie, oui, je me voyais, à l'heure actuelle, je me voyais, bah, déjà, plus chez ma mère. Mariée peut-être, un enfant oui, c'est sûr et puis un CDI quoi. Donc oui, oui, j'avais des projets, je me voyais dans pas mal de choses, je me voyais aussi manager en grande distribution. Donc oui, quand on est malade et qu'on moi, au départ, je me suis dit: «Bon, bah, ça va partir comme c'est venu, un peu comme tout à l'heure et je vais reprendre ma vie normale» et en fait, quand on voit que c'est une maladie qui est dégénérative et tu te dis, «En fait non, ma vie, c'est pas qu'elle est foutue, mais elle va être, différente, donc faut s'adapter. Donc des projets, j'en ai encore, cette maladie m'empêche pas d'avoir un enfant. La preuve, mon amie Marina Vainqueur, a du coup, eu un accouchement très difficile, une grossesse très difficile, mais elle a réussi à avoir un enfant malgré la maladie. Elle a été très bien suivie par les gastro-entérologues, donc l'un n'empêche pas l'autre. Ça m'empêche pas de vivre avec quelqu'un, de me marier, mais c'est vrai que c'est compliqué déjà au niveau financier puisqu'on n'a pas toutes les aides, niveau travail, ben, c'est dur d'en trouver un qui est adapté, puis niveau santé quand ça s'aggrave, bon, bah, c'est encore plus compliqué. Donc si j'ai encore des projets. Après bien sûr enfin, je me voyais pas avoir une chaîne YouTube ou écrire un livre, je me voyais pas du tout, faire ça, quand j'avais 20 ans, quoi. J'avais d'autres projets. Même si je regrette pas ma chaîne YouTube ou d'avoir écrit un livre pour aider les autres et expliquer cette maladie aux Français. Non, pas du tout. Mais oui, je suis un peu dégoûtée sur certains projets que j'avais. J'aimerais bien voyager, je sais pas si c'est encore possible. Donc c'est dur à vivre et de se dire, bah, il y a des gens de notre âge, qu'on a connus à l'école qui sont mariés, qui ont un bon boulot, qui ont une bonne santé, surtout ça, une bonne santé donc ouais, c'est compliqué mais on s'adapte. et du coup, je sais pas si tu aurais juste, une chose à dire aux personnes qui sont malades de cette maladie ou d'une autre, un message à faire passer? Le message à faire passer déjà, c'est des personnes qui sont très courageuses parce que c'est pas facile à vivre comme pour toutes les maladies et je leur dirais de continuer à se battre et que je pense qu'un jour on va y arriver. On est en 2020, je pense que la science va avancer, je l'espère au plus vite. Il y a quand même des méthodes pour améliorer les conditions de vie des patients donc ouais, je leur dirais de continuer à y croire et de se battre.